Pour comprendre vraiment comment fonctionne une grande ville, il faut lui retirer sa peau et révéler les forces vitales qu'elle cache. Un système d'une incroyable complexité dont dépendent des millions de gens, mais que peu comprennent. Partons pour un voyage fantastique au cœur des grandes mégapoles du globe. Sao Paulo est la deuxième plus grande ville du monde et la plus importante du Brésil avec plus de 10 millions d'habitants. On pourrait y reloger toute la population de la Grèce. Mais le principal problème de la ville n'est pas celui-là. C'est ce que les gens font de leurs ordures. Chaque jour, Sao Paulo génère quelques 14 000 tonnes de déchets. Autrefois, ces déchets s'accumulaient dans d'immenses décharges à ciel ouvert, où grouillaient les rats, les maladies et les pauvres. Les plus démunis parmi les pauvres fouillaient les ordures des autres pour se nourrir. La mégapole partait à la dérive. Sao Paulo était victime de son succès. Pendant des décennies, la ville la plus riche du Brésil a attiré des millions de déshérités qui fuyaient les zones rurales dans l'espoir de faire fortune. Conséquence, une croissance galopante, une pollution étouffante et des montagnes de déchets. Mais aujourd'hui, Sao Paulo s'est lancé dans une révolution verte. Exemple unique au monde, la ville tente d'éviter la catastrophe grâce au recyclage. Et le catalyseur de ce revirement est la source même du problème, l'argent. Désormais, Sao Paulo transforme des hectares d'ordures en quantité faramineuse d'énergie. Elle est numéro 1 mondial dans le recyclage d'un emballage utilisé dans le monde entier. Car ces chercheurs ont résolu une énigme technologique qui avait tenu en échec les géants industriels de toute la planète. Et un projet de réhabilitation urbaine a permis à toute une zone sinistrée de renaître de ses cendres. Sao Paulo arbore désormais de nouvelles couleurs, le vert de l'écologie et le vert de l'argent. Deux nuances pour un même résultat, le début d'une révolution incontournable. C'est ici que tout a commencé. Bandeirantes est un des plus vastes sites d'enfouissement de déchets du monde. C'est aussi une centrale électrique qui fonctionne grâce à des ressources inépuisables de carburant très bon marché. Ce n'est ni le charbon ni le pétrole, mais les ordures. Autrefois, Bandeirantes était une immense vallée déserte. Aujourd'hui, les ordures s'élèvent en couches de 7 mètres d'épaisseur, entrecoupées d'une couche de terre de 20 cm. À mesure que les déchets s'accumulent, un sous-produit liquide et nauséabond percole sous l'effet de la pression, le lixivia. Pour éviter la contamination du sol et des nappes phréatiques, le fond du site a été recouvert d'une gigantesque bâche imperméable en polyéthylène de 5 mm d'épaisseur. En se décomposant, les déchets produisent naturellement du méthane. Emprisonné sous la couche de terre, il est extrait par 200 drains verticaux. Ainsi, une tonne de déchets donne jusqu'à 200 litres de méthane, assez pour alimenter une maison en électricité pendant 1 heure. Couche après couche, Bandeirantes fait le plein d'énergie. En 1 an, ce site d'enfouissement peut générer assez d'électricité pour 400 000 personnes. Le site fonctionne 24 heures sur 24, 12 mois sur 12.
Chaque jour, il augmente de 6 à 7 000 tonnes. Antonio Carlos Delbin est le directeur technique de Biogas, la société qui exploite le méthane. À l'endroit où nous nous trouvons, il y a plusieurs couches de déchets les unes sur les autres. Chacune mesure entre 5 et 8 mètres de haut pour une profondeur totale de 80 à 90 mètres. Ça vous donne une idée de ce qu'était la taille de cette vallée. Si les ordures étaient une boisson, c'est du champagne qui coulerait de Sao Paulo. Peu de villes produisent une mixture aussi capiteuse. Peau de banane, coquilles d'œufs, café moulu, etc. Les ordures domestiques de Sao Paulo sont riches en matière organique, à la différence des pays d'Europe et des États-Unis. Moins d'emballage, plus de produits. La moitié du site d'enfouissement est constituée de matière organique productrice de méthane. Mais autrefois, toute cette énergie potentielle partait en fumée. S'en débarrasser était moins coûteux que l'exploiter. Voilà les vieux brûleurs à gaz. C'est avec ça qu'on brûlait le gaz qui partait dans l'atmosphère. Ex-ministre de l'Environnement de l'État de Sao Paulo, Adriano Diogo a contribué à résorber la crise écologique de la ville en prenant l'utilisation des déchets comme carburant. La technologie n'est pas nouvelle, mais la mesure a été prise à la suite du protocole de Kyoto signé par les pays membres de l'ONU et destiné à réduire le réchauffement de la planète. Par ce traité, les pays riches achètent aux pays pauvres des quotas de pollution, c'est-à-dire le droit de produire plus de gaz à effet de serre. En contrepartie, les pays pauvres réduisent leurs propres émissions. Ainsi, grâce à cette usine qui brûle du méthane propre, Sao Paulo gagne la moitié de ce qu'encaisse le Brésil. Aujourd'hui, la révolution est en marche. Les maisons que l'on voit dans le fond sont alimentées en électricité par le site d'enfouissement, l'ancienne décharge à ciel ouvert. Le retraitement n'est pas seulement propre, il est invisible. C'est une véritable montagne de déchets, 30 millions de tonnes. À quoi distingue-t-on le site d'enfouissement? Au tube noir là-bas, ce sont les drains qui récupèrent le gaz. Le gaz s'accumule, puis est transporté jusqu'à l'usine de production. Là, il est refroidi à 13 degrés Celsius. L'eau se condense alors et s'écoule en laissant 50% de méthane pur. Ensuite, pour respecter les termes du protocole de Kyoto, les ingénieurs mesurent le gaz. Les résultats montrent la quantité de pollution dont la centrale a préservé l'atmosphère, et donc les quotas que le Brésil pourra vendre. Étape finale, le gaz est envoyé vers 24 générateurs où il sera brûlé comme carburant. L'électricité est acheminée jusqu'au transformateur local, puis aux habitants de Sao Paulo. Les ordures se sont transformées en watts. Le procédé fait mentir la maxime qui veut que la qualité d'entrée égale la qualité de sortie. Ici, une vallée de déchets a donné naissance à un fleuve d'énergie, limité uniquement par la taille du site d'enfouissement. Le site peut accueillir 20 ans de déchets. La production du méthane sera à son maximum pendant les 5 premières années, avant de diminuer peu à peu. Un jour, même l'immense filon de Bandeirantes sera épuisé. Mais le site lui-même sera peut-être recyclé, en parc par exemple. Mais qu'est-il advenu des laissés-pour-compte qui récupéraient les ordures? Les déchets ont changé leur vie, et eux-mêmes ont changé Sao Paulo. Aujourd'hui, les plus démunis sont des alchimistes qui transforment les métaux ordinaires en un filon inépuisable. Dans certaines religions, la réincarnation est un acte de foi. À Sao Paulo, c'est une réalité. On en est témoin des millions de fois par jour. Dans cette mégapole, l'art de la métamorphose est la seule constante.
Au fil des décennies, cette ancienne petite mission jésuite est devenue le cœur financier du Brésil. Il y a 2 siècles, la ville s'est enrichie grâce au commerce du café. Quand le marché s'est effondré, elle a dû se trouver une nouvelle vocation, centre industriel. Et avec la prospérité est arrivé le plus grand des changements. Tous les 20 ans, la population a doublé et l'horizon s'est hérissé de gratte-ciel. Cette croissance galopante a provoqué la pollution de l'air et des cours d'eau et la disparition progressive des espaces verts. Mais aujourd'hui, cette dégradation urbaine est une mine d'or pour la ville. Chaque jour, on nous apporte plus de 10 tonnes de canettes et nous en recyclons 9 millions. José Roberto Giosa est président de Tomra Amérique du Sud, la plus grande entreprise de recyclage d'aluminium d'Amérique latine. Mises bout à bout, les canettes recueillies en une seule journée formeraient une ligne de Paris à Rome. Et une année de canettes permettrait de faire plusieurs fois le tour de la planète. La canette en aluminium est le conditionnement de boissons le plus recyclé au monde. Si le recyclage était un sport olympique, le Brésil serait médaille d'or. Il recycle en effet près de 96% de toutes les canettes qu'il fabrique. Par comparaison, des géants industriels comme les États-Unis n'en recyclent que 55%. Nous sommes les champions du recyclage de l'aluminium. Le Japon ne vient qu'en 2e place alors qu'il est beaucoup plus évolué que le Brésil sur les plans de la culture et de l'éducation. Nous avons donc toutes les raisons d'être contents. Tomra gère 14 centres de récupération comme celui de Sao Paulo. Et non seulement l'entreprise recycle plus que les autres, mais elle travaille aussi plus vite. Entre le moment où la canette est vidée et jetée à celui où elle se retrouve sur un rayon dans un supermarché, il s'écoule seulement 33 jours. Du début à la fin, Sao Paulo dicte les standards du recyclage. La preuve, suivons le cycle de vie d'une canette de soda. Guillaumard de Macedo passe ses journées à ramasser du papier, du carton, du plastique, du verre et de l'aluminium. À Sao Paulo, 20 000 personnes gagnent ainsi leur vie en récupérant les matériaux recyclables. On les appelle les catadores, les ramasseurs de déchets. Et ici, ce n'est pas une insulte, mais un métier. Pour certains, c'est même une nouvelle vie. Car dans la cité la plus riche du Brésil, vivent des gens d'une pauvreté absolue. Les favelas, de sinistre réputation, abritent 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais aujourd'hui, Sao Paulo a pris les chômeurs, les sans-abri et les désespérés en apprentissage. C'est une façon à des milliers de gens de sortir de la rue et de faire d'eux des citoyens à part entière en leur donnant un travail régulier. Je ramasse du lundi au vendredi, tous les jours. Et le samedi et le dimanche, je trie ce que j'ai récupéré. Comme beaucoup de ceux qui travaillent au centre de récupération, Madame Macedo se préoccupe plus de nourrir sa famille que d'embellir la ville. Mais pour la ville, le résultat est tout bénéfice. Aucune loi n'oblige les gens à recycler. Ça marche parce que ça rapporte. Une canette en aluminium vaut jusqu'à 20 fois la valeur de n'importe quel autre conteneur jeté à la poubelle. Tout ça rapporte assez d'argent pour qu'on puisse vivre. Sinon, on n'aurait pas d'argent. Le recyclage permet non seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'en économiser. En réutilisant de vieilles canettes pour en fabriquer des neuves, on consomme 95% d'énergie en moins. On peut fabriquer 20 canettes en aluminium recyclé avec la même quantité d'énergie que pour en fabriquer une seule avec du métal vierge. Jeter une canette revient à la remplir à moitié d'essence et à la jeter dans un égout.
En recycler une permet d'économiser assez d'électricité pour faire marcher un petit téléviseur pendant 3 heures ou allumer une ampoule de 100 watts pendant près de 20 heures. Dans les centres de récupération de Tomra, les œuvres de bienfaisance peuvent troquer des canettes contre des marchandises. 5000 canettes pour un ventilateur électrique, 6000 pour un fauteuil roulant et 180 000 pour une photocopieuse. Aujourd'hui, 74 canettes paieront un repas à cet homme. C'est un boulot qui paraît insignifiant à beaucoup de gens. Mais pour nous, c'est très important. Ça nous aide à gagner notre vie. Les catadores ont trié les matériaux. À présent, la canette ramassée par Madame Macedo entame son périple vers Tomra et une nouvelle vie. Première étape, un tapis roulant vibrant trie tout ce qui n'est pas en aluminium, par exemple le papier et le plastique. Ensuite, la canette arrive au bout du tapis où un aimant attire les objets en acier ou en métal, autres que l'aluminium. L'acier rend l'aluminium moins souple. Pour éliminer tous les métaux lourds, on fait donc passer la canette par 3 étapes de sélection, avec pour objectif de ne garder qu'une part d'acier seulement pour 1000 parts d'aluminium. Ensuite, la canette passe dans un tambour, gigantesque cylindre rotatif. Là, les matériaux plus légers, paille, étiquettes, fragments d'acier, disparaissent par une ouverture percée au milieu. Vient ensuite la 3e et dernière étape. Un tapis électromagnétique retire tout ce qui n'a pas été éliminé dans le tambour. Et voilà le résultat, des canettes parfaitement propres, prêtes à être compressées. Par un tube, elles sont acheminées jusqu'à un silo, puis une presse hydraulique. Celle-ci écrase et compresse le métal en blocs de très exactement 12 kg. Tous les blocs qui sortent de la machine ont exactement la même taille et le même poids, et la presse les fabrique sans interruption. Vous pouvez voir notre canette de départ, elle est là. Les blocs forment une palette indépendante, sans support en bois. Aucun poids supplémentaire, donc aucun coût additionnel. On a même prévu l'emplacement pour les fourches du chariot élévateur. Il y a plus ou moins 1050 canettes là-dedans. Chaque palette pèse exactement 750 kg et elle est constituée à 100% de canettes propres. Il n'y a plus qu'à les transporter jusqu'à l'usine de recyclage. Tous les jours, un camion quitte le site chargé de 14 tonnes de canettes. À 130 km de là, celle ramassée par Madame Macedo va prendre une forme et une identité nouvelle, transformée en un fleuve incandescent. Nous sommes à l'usine de recyclage Tomra qui ne ferme que pour la maintenance des machines et les vacances. Le reste du temps, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On réceptionne quotidiennement dans les 120 tonnes de déchets. Pour le directeur de l'usine, Marcelo Chuca, le recyclage est plus qu'un métier, c'est une mission. Aujourd'hui, si on ne recyclait pas cette canette, par exemple, il lui faudrait des milliers d'années pour se décomposer. Et tous les jours, on aurait 120 tonnes de déchets répandus dans tout le pays. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec tous les matériaux qui ne sont pas recyclés faute de marché. S'il y a un marché pour l'aluminium, c'est parce que c'est un métal miracle. Sa densité étant d'un tiers inférieure à celle du cuivre ou de l'acier, il est nettement moins lourd. Il résiste à la corrosion et il est facile à travailler. Seul l'or est plus malléable. C'est un des métaux les plus pratiques qui soit. On le trouve dans les avions et les fusées, les télescopes et les voitures. Et il a une durée de vie presque indéfinie. Les 2 tiers de la production d'aluminium sont toujours utilisés, le plus souvent sous forme de canettes.
Il y a 25 ans, on fabriquait 42 canettes avec 1 kg d'aluminium recyclé. Aujourd'hui, on en fabrique 62, un bond de production de près de 50%. Et 90% d'une canette survivent au recyclage. On a besoin d'environ 7 tonnes de canettes pour récupérer 6 tonnes 3 de métal. Le recyclage est un processus pour le moins brutal. L'aluminium brut est déchiqueté en morceaux de la taille d'une chips avant de passer sur un séparateur qui élimine tous les autres métaux. Ensuite, les canettes sont envoyées par tube pneumatique dans les silos de stockage, d'où elles sont ensuite jetées dans les fourneaux. Elles quittent les silos pour la fournaise. Aux canettes sont ajoutés des débris d'aluminium provenant d'autres usines. Dans les fourneaux chauffés au gaz naturel, la température atteint 780 degrés Celsius, 1/10 de celle à la surface du Soleil. La peinture et le métal fondent, et la canette se liquéfie, perdant toute identité. Tous ceux d'entre nous qui travaillent dans cette entreprise, depuis un moment, ne se lassent jamais de voir le métal s'écouler. On est comme hypnotisé par cet éclat magique. Pour que l'aluminium soit le plus pur possible, on écume la surface pour retirer un dépôt de métal oxydé que l'on fera refondre. Mais l'aluminium liquide n'est pas encore prêt de retrouver sa forme de canette. Étape suivante, l'usine de traitement. Novelis possède la plus grande usine de recyclage d'aluminium d'Amérique du Sud et la seule du Brésil qui fabrique des feuilles pour les boîtes de soda. D'abord, l'aluminium liquide est transformé en un bloc géant appelé lingot. Un lingot pèse 15 tonnes, soit le poids de 8 voitures de taille moyenne. L'usine traite l'équivalent de 14 lingots par jour et 5300 par an, 80 000 tonnes d'aluminium. À première vue, ces blocs de métal n'ont vraiment rien de particulier, mais ils peuvent prendre une infinité de formes. Leur poids total équivaut à un Queen Mary, 8 Tours Eiffel, 450 Boeing 747 et 4 milliards 640 millions de canettes de soda, l'objet le plus recyclé de la planète. Mais comment obtient-on une canette de 28 grammes à partir d'un lingot de 15 tonnes? Grâce à la chaleur et à la pression. On ramollit le lingot à la température de 550 degrés Celsius pour pouvoir l'étirer. Au début du processus, le bloc fait 50 cm d'épaisseur. Il est ensuite étalé comme une pâte à tarte jusqu'à 15 fois successives. À l'arrivée, il est plus fin de 90%, soit l'épaisseur d'une cassette vidéo. On taille les coins bruts et on récupère les rognures qu'on remettra à fondre. Une fois refroidi, le lingot est de nouveau passé au rouleau. La pression énorme permet d'obtenir une épaisseur de 2 mm, à peu près celle d'une pièce de monnaie. Enfin, la feuille est enroulée avant d'être expédiée à l'usine de canettes.
Une feuille peut mesurer jusqu'à 3 km de long et contient assez d'aluminium pour fabriquer plus d'1 million de boîtes recyclées. La canette de Madame Macedo redevient une nouvelle canette, une réincarnation qui se répétera des milliers de fois. Voilà, vous avez une idée de ce qu'une canette signifie au Brésil aujourd'hui. Tout le monde le sait. Elle est synonyme d'argent. À Sao Paulo, c'est le commerce qui a lancé la révolution verte. Mais depuis, le gouvernement s'est rattrapé. La ville a planté 58 000 arbres et aménagé 2000 km² d'espace vert pour contribuer à faire baisser la pollution. En 2003, elle a lancé un programme d'agriculture urbaine pour subvenir aux besoins et à l'emploi des pauvres et regagner des terrains pollués. Elle a également durci les contrôles des véhicules pour réduire de 30% l'émission de gaz polluants. Malgré cela, ce sont les résultats financiers, pas seulement les bonnes intentions, qui motivent la révolution verte. Et il reste encore du chemin à parcourir. Aujourd'hui, Sao Paulo exploite des richesses cachées dans des endroits les plus improbables. C'est ainsi qu'un fleuve recyclé d'or liquide s'écoule du creuset du changement. Dans la banlieue de Sao Paulo, une énigme industrielle a enfin été résolue. La production de cette usine est cruciale pour la mégapole. De l'acier pour les véhicules, les trains et les bâtiments. Autrefois pourtant, ces émissions gazeuses polluaient l'atmosphère, empoisonnaient l'eau et menaçaient la survie de la ville. Aujourd'hui, l'acierie Cosipa s'est offert une nouvelle virginité en comprenant que le recyclage représentait l'avenir. La Cosipa a consacré $250 000 à l'achat de machines dernier cri permettant de récupérer ou recycler les polluants à tous les stades de la production. Déjà, les progrès sont visibles. Le nouveau système de recirculation des eaux usées réduit les écoulements d'ammoniac de 68%. De nouveaux laveurs de cheminées ont fait diminuer les polluants atmosphériques de 98%. Enfin, la nouvelle station de traitement des eaux a ramené les fuites de pétrole et de graisse à 1%. À présent, à chaque outil de production correspond un outil de contrôle de la pollution. Pour chaque dollar investi dans le matériel de production, nous investissons $1 dans le contrôle écologique de l'air, de l'eau et des sols. Antonio Malinowski est ingénieur d'installation. Aujourd'hui, l'acierie s'intègre parfaitement dans le nouveau Sao Paulo, champion de l'écologie. La Cosipa connaît bien le recyclage, puisque l'usine fabrique en partie son principal produit à partir de déchets. L'acier est le matériau le plus recyclé du monde. Chaque année, l'usine retraite ainsi 400 millions de tonnes d'acier, de quoi construire 1 millier de Golden Gate Bridge. À la différence d'une usine d'aluminium qui ne recycle que des canettes, la Cosipa récupère tous les déchets en acier. Électroménagers, voitures, bateaux, trains et même les entrailles de vieux bâtiments. C'est ici que commencent les opérations d'affinage de l'acier. Comme pour l'aluminium, le feu est à l'origine de cette renaissance. On enfourne les déchets de métal dans un gigantesque chaudron, puis on lui adjoint une forme impure de fer appelée fonte brute. Ici, la proportion est de 20% de déchets d'acier pour 80% de fonte brute liquide, un mélange que l'on chauffe à 1350 degrés Celsius. Le chaudron contient 140 tonnes de métal, le poids de 2 Boeing 757. Une réaction chimique est nécessaire pour affiner les déchets et la fonte en acier. Il y a encore 50 ans, cette opération était effectuée dans des fours à creuset ouverts, une méthode très longue qui prenait jusqu'à 9 heures. À présent, elle dure moins de 45 minutes grâce à un miracle de l'ingénierie moderne.
le four à oxygène pur. Il a été mis au point dans les années 50, mais aujourd'hui, en affinant la méthode, l'acierie de Sao Paulo fait entrer la production d'acier dans le 21e siècle. La Cosipa est en effet la seconde aciérie du monde à détenir la licence d'un procédé baptisé Cojet Technology. Véritable innovation, ce procédé transforme ce volcan artificiel en supernova. On commence par charger le fourneau avec de la ferraille pour contrôler la température extrêmement élevée de l'opération. Puis, on ajoute jusqu'à 300 tonnes de fer en fusion. Ensuite, une lance creuse équipée d'un embout breveté envoie un jet d'oxygène pur à 99% dans le bain d'acier, à Mach 2, 2 fois la vitesse du son. La température du bain grimpe à 1350 degrés Celsius, 1/5 de la température à la surface du Soleil. Le résultat, un acier liquide d'une pureté exceptionnelle, mais encore imparfait. Si on ne les élimine pas, ces impuretés risquent d'affaiblir le métal. Les ingénieurs ajoutent donc de la chaux qui va les absorber. Ainsi, les impuretés remontent à la surface en une couche appelée laitier. Dernière étape de l'affinage, l'acier liquide est versé dans ce qu'on appelle une poche et le laitier est écumé, car même les déchets sont récupérés. Le laitier qu'on retire du convertisseur peut servir à un tas de choses. On l'utilise principalement pour paver des routes, mais aussi en guise d'engrais. Le laitier liquide est donc refroidi puis transformé. Les métiers de l'acierie sont dangereux. Mouvements permanents, poids monstrueux, températures infernales. Le métal en fusion est si chaud qu'il transforme les chairs en vapeur instantanément. Étape finale, l'acier affiné est transformé en grandes plaques appelées bromes, découpées tous les 5 mètres pour être transporté plus facilement. Le prix du produit varie entre 500 et 600 $ la tonne. Chaque brome pesant une dizaine de tonnes, l'ensemble du chargement vaut dans les 300 000 $. Avec de tels prix, une acierie comme la Cosipa est une véritable mine d'or, un laboratoire d'alchimie perfectionné qui transforme la fonte brute en métal précieux. Pourtant, le plus grand exploit de Sao Paulo en la matière n'a rien à voir avec les déchets de métal ou les canettes de soda, mais avec un carton d'emballage ordinaire qu'on trouve dans tous les réfrigérateurs. Le Tetra Pak. Ce matériau miracle conserve les jus de fruits, les soupes et le lait, et ressemble à un carton tout à fait ordinaire. En réalité, c'est un assemblage ingénieux de 6 couches amalgamées de papier, de plastique et d'aluminium. Le papier rigidifie l'emballage, le plastique l'imperméabilise, et l'aluminium empêche la lumière et l'oxygène de dégrader le liquide. Le Tetra Pak n'a qu'un défaut. Il est tellement bien fait que personne n'avait réussi à séparer ses composants pour les recycler. Conséquence, cet emballage miracle finissait systématiquement à la poubelle. Mais plus maintenant. Le problème a été résolu ici même, à Sao Paulo. Pour comprendre comment un emballage Tetra Pak a pu renaître, il faut d'abord voir comment il est fabriqué. Nous sommes à l'usine Tetra Pak dans la banlieue de Sao Paulo. La première étape est celle qui devrait logiquement venir en dernier, l'impression. Pour protéger l'environnement, on utilise de la peinture à l'eau. Une lumière stroboscopique, réglée avec une précision parfaite, contrôle la qualité de l'impression. Bien que le papier semble immobile, en réalité il défile à 180 mètres minute. Mais à cause de la lumière clignotante, l'œil ne distingue pas le mouvement. Fernando Van Zuben est le responsable environnement de Tetra Pak Brésil.
Ici, on vérifie la qualité du produit. S'il n'est pas bon, l'ordinateur envoie un message et on corrige la peinture pour l'impression. Ensuite, on lamine le papier imprimé avec des couches alternées de polyéthylène, le plastique, et une couche extrêmement fine d'aluminium. Enfin, la bobine est découpée puis expédiée dans les usines d'emballage, où il deviendra une brique de lait, de jus de fruits ou de soupe. Des briques qui finiront ici. Dès lors, le cycle de la Renaissance commence. Premiers acteurs du recyclage, les mêmes catadores de Sao Paulo qui récupèrent les canettes. Ils ramassent aussi les briques Tetra Pak et les apportent au centre de récupération. Ici, on recycle toutes sortes de papiers, y compris le carton. Le Brésil est un des premiers pays recycleurs de carton du monde, avec 76% de sa production. Au centre de récupération, on déchire les emballages et on en fait des ballots transportés jusqu'à une usine de papeterie. Sao Paulo possède une des plus grandes usines de papier du monde, Klabin. Comme l'usine de recyclage d'aluminium Tomra, Klabin fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle produit quotidiennement 200 tonnes de papier recyclé. Les ingrédients, 3/4 de carton ondulé, 1/4 de Tetra Pak. L'usine tout entière est dédiée aux matériaux recyclés. Les papiers sont déposés dans une sorte de mixeur géant, un hydrapulpeur. L'eau les transforme en pulpe. Pendant la phase de trituration, le papier contenu dans les Tetra Pak est séparé des couches de plastique et d'aluminium, trié et traité ultérieurement. Au bout d'une vingtaine de minutes, l'hydrapulpeur a récupéré plus de 90% des fibres de papier contenues dans une brique. Ces fibres vont être retransformées en papier, un papier neuf et plus solide. En ajoutant les fibres des briques Tetra Pak, on améliore la qualité du papier recyclé. Pourquoi? Parce que ces fibres sont vierges, alors que les fibres de carton ont été recyclées de nombreuses fois. Presque toutes les fibres de papier qui passent par l'hydrapulpeur finissent sous forme de papier recyclé destiné à la fabrication de boîtes en carton. Les opérations se terminent ici. Enfin, pas tout à fait. Ce qui reste des briques attend d'être recyclé. Les couches amalgamées d'aluminium, de plastique et de résidus de papier, inséparables, inutilisables. Mais alors que d'autres villes les jettent, Sao Paulo leur a trouvé une utilisation. Des plaques de toit. On déchiquette les restes de plastique et d'aluminium en minuscules morceaux que l'on compresse sur un moule ondulé. Difficile de faire mieux. Ces toitures sont solides, durables, imperméables, inifugées et jusqu'à 10% moins chères que les plaques classiques. Elles sont extrêmement légères et très efficaces. Aujourd'hui, nous avons 11 usines dans tout le Brésil où on fabrique ces toitures grâce à 700 tonnes par mois de plastique et d'aluminium provenant des emballages Tetra Pak. Séparés, ces deux matériaux auraient encore plus de valeur, mais à la sortie de l'hydrapulpeur, ils sont inextricablement mélangés. Les scientifiques maîtrisent la fission de l'atome, mais pendant des années, personne n'a su comment séparer les composants d'un Tetra Pak. Nous avions fini par vendre ce matériau aux usines d'enfouissement des déchets, gâchant ainsi un matériau brut important, mais aussi provoquant des dégâts écologiques. Roberto Zente est le directeur technique de TSL Environmental Engineering. Sa société lui a confié une mission épineuse, percer le mystère Tetra Pak. Le problème est là. On a une fine couche d'aluminium, tellement fine parfois qu'elle en est transparente, et une autre de plastique. Du fait de sa finesse, l'aluminium s'oxyde dès qu'il est exposé à l'air. Autrement dit, il rouille. D'où un problème supplémentaire.
L'éliminer et récupérer l'aluminium ne peut se faire que par des températures extrêmement élevées qui font fondre le plastique. Le plus difficile est de récupérer l'aluminium, ce qui sous-entend une température extrême, et de transformer en même temps le plastique en produit utilisable. En collaboration avec un consortium de Sao Paulo, Roberto Zente a fini par trouver une solution. Cette technologie est tellement nouvelle que la première usine entièrement équipée vient juste d'être construite. En voici la démonstration sur le site d'essai. Les matériaux sont déversés ici et poussés à l'intérieur par un piston. Une fois dans le réacteur, le processus peut commencer. Ce n'est pas un réacteur nucléaire, mais à plasma. Le plasma est un gaz chauffé par de l'énergie électrique sous la forme d'un arc. Vous vous rappelez les vieux films de Frankenstein où les deux sphères sont reliées par une charge électrique? Eh bien, c'est ça, un arc électrique. Et comme dans le laboratoire du docteur Frankenstein, la réaction qui se produit dans le réacteur à plasma a longtemps échappé à la science. L'arc électrique crée un jet de plasma qui atteint les 15 000 degrés Celsius, presque 3 fois la température à la surface du Soleil. Et le jet gazeux dissout les liens apparemment indestructibles entre le plastique et l'aluminium. Les résidus de papier s'enflamment et comme par magie, le plastique et le métal se séparent. Vaporisé, le plastique est ensuite récupéré sous forme de paraffine. L'aluminium, lui, sort du réacteur sous la forme de métal fondu pur à 99%. De plus, il n'y a pratiquement aucune émission polluante pendant le processus. C'est ainsi qu'un problème monstrueux a été résolu grâce à une technologie digne de Frankenstein. À Sao Paulo, l'utilisation d'un réacteur à plasma a révolutionné le recyclage. Pour la première fois, les 3 composants du Tetra Pak, le papier, le plastique et l'aluminium, vont retourner à la chaîne de production sous forme de matière première. La boucle est bouclée. Cette avancée technologique a généré des bénéfices exceptionnels. La valeur d'une brique Tetra Pak utilisée pourrait augmenter de 30%. Aujourd'hui, la mégapole exporte son savoir-faire en matière de recyclage dans le monde entier, y compris vers des géants technologiques comme l'Allemagne. Ainsi, nous avons pu exporter notre méthode de recyclage du Tetra Pak dans de nombreux pays où elle n'était pas employée, simplement en adaptant les technologies mises au point ici, au Brésil. Malgré cela, il reste encore un obstacle de taille dans les environs proches de Sao Paulo. Ici, la pollution atteint des sommets. Elle est coûteuse, hideuse et mortelle. Comment recycler une ville déjà morte ? Dans les années 80, l'enfer avait une adresse sur Terre. Un centre industriel dans la banlieue éloignée de Sao Paulo. C'est ainsi que Cubatao avait gagné un titre peu enviable, celui de la zone la plus polluée de la planète. À moins de 60 km du cœur de la mégapole brésilienne, aciéries, usines de produits chimiques et d'engrais recrachaient jour et nuit une mixture mortelle. La pollution avait défolié toutes les montagnes des environs et provoqué des coulées de boue. Le Cubatao s'était asséché. On recensait 6 fois plus de cas de cancer, des naissances d'enfants anormaux, sans cerveau, morts-nés.
À l'ombre de Sao Paulo, Cubatão avait été surnommée la vallée de la mort. Dans les années 90, le gouvernement commença par fermer les usines, jusqu'à ce qu'elles remettent de l'ordre dans leurs affaires. Dans le même esprit que la nouvelle Sao Paulo, Cubatão a donc décidé de se réinventer. Les entreprises ont investi des milliards pour moderniser leurs usines et installer des épurateurs pour réduire la pollution. Dès lors, on n'a plus jeté les déchets. Aujourd'hui, l'eau, l'air et les sols sont tellement plus propres que Cubatão a été cité en exemple par l'ONU. De la banlieue au centre-ville, Sao Paulo recycle aussi son image, immeuble après immeuble. Autrefois, cette usine transformait les déchets en engrais. Ici, les programmes de recyclage n'avaient pas marché. On y fabriquait un fumier de très mauvaise qualité parce que les matières organiques étaient mélangées à du verre, du plastique, des piles. La puanteur était infecte. Les voisins détestaient cette usine. C'était intenable. C'est sous la surveillance d'Adriano Diogo que les travaux de transformation ont commencé ici. Au bout de 40 ans, ils l'ont fermé. Il fallait bien faire quelque chose de ces installations. Mais cette fichue usine avait une réputation épouvantable. Pour les partisans du recyclage, c'était le test ultime. Comment réutiliser quelque chose qui ne sert à rien de concret, en faisant un centre de réflexion. C'est ainsi que la fabrique d'engrais est devenue une fabrique d'idées, un lieu où les rêves prennent forme. Au lieu de transformer les ordures en engrais, on les transforme en art. Tout ce qu'on crée ici est fait à partir de déchets. Les artistes sont des jeunes du coin, les enfants de charpentiers, d'ouvriers des aciéries et de ramasseurs d'ordures. Ils n'avaient sans doute jamais mis les pieds dans une galerie d'art. Et ils ne savaient pas ce qu'était un atelier d'artiste. Mais ils ont une telle familiarité avec tous ces matériaux qu'ils se sont tout de suite mis à travailler le verre, le plastique, les canettes, l'aluminium, le fer, le bois. Et cet endroit s'est métamorphosé. Et réciproquement, le lieu a transformé les étudiants. Et aujourd'hui, ils travaillent principalement avec un matériau, la foi. Ce qui compte par-dessus tout, c'est le symbole. Le symbole de la transformation dans une ville comme Sao Paulo, violente, ingrate, dure, qui a pourtant permis qu'une usine de déchets devienne une usine à idées et un centre artistique. Après un long cauchemar où la vie valait moins que les ordures, Sao Paulo s'éveille à un jour nouveau. Aujourd'hui, on n'exploite plus une montagne de métal, on la refond. On n'abat plus une forêt de papier, on la recycle. On ne gâche plus des hectares d'énergie, on en tire parti. Et c'est sans compter le projet le plus ambitieux de tous, sauver des vies. Je pense que je suis quelqu'un de... Comment dire ça? Quelqu'un de fort malgré ma petite taille. Je suis très courageuse. Parce que peu de gens auraient le cran de faire ce que je fais. Je suis heureuse. J'ai remporté une victoire. Dieu merci. La route est encore longue, mais le Brésil avance vite et dans la bonne direction. Une route certes longue, mais la révolution verte de Sao Paulo est mue par le plus puissant des carburants, l'argent. La destinée de la mégapole est au croisement entre commerce propre et bonne volonté. Devant elle, la voie est libre et elle ne fera pas demi-tour.